Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir sur le langage. Oui, complètement. On a tous plus ou moins cette image que parler, c'est quelque chose qu'on apprend, comme lire l'heure ou faire du vélo, une compétence culturelle. C'est ça. Mais voilà, les sources qu'on explore aujourd'hui, qui s'appuient beaucoup sur le livre de Steven Pinker, L'instinct du langage, disent que non, c'est faux. Le langage ne serait pas une invention, ce serait un instinct. C'est une idée assez radicale, oui. Et pour bien la faire comprendre, Pinker utilise une analogie qui est, je trouve, très parlante. Il dit en gros, les araignées tissent des toiles. Ok. Pourquoi? Pas parce qu'elles ont été à l'école du tissage, mais parce qu'elles ont des cerveaux d'araignées. C'est inné. D'accord, je vois où tu veux en venir. Et pour les humains, ce serait exactement la même chose. Nous parlons, non pas parce qu'on nous l'apprend, mais parce que nous avons des cerveaux humains. C'est une compétence spécialisée qui jaillit comme ça, spontanément, chez l'enfant. Sans effort, sans cours de grammaire. C'est une image puissante. Ça veut dire qu'on ne devrait pas plus féliciter un enfant qui apprend à parler qu'une araignée qui tisse sa toile. En quelque sorte, oui. C'est juste ce pourquoi son cerveau est programmé. Et cette idée, elle est tellement contre-intuitive que, voilà, j'ai vraiment envie de creuser. Si le langage est un instinct, qu'est-ce que ça change, concrètement? Mais ça change tout. Sur la grammaire, sur notre façon de voir l'apprentissage, la pensée elle-même, quoi. J'ai l'impression que ça redéfinit beaucoup de choses. C'est ça qu'on va essayer de démêler. Exactement. Alors, par où on commence pour prouver un truc pareil? Le point de départ, si j'ai bien compris, c'est une sorte de puzzle. Oui. Un truc que des linguistes comme Noam Chomsky ont vraiment mis en lumière. Les enfants, ils ont l'air d'en savoir beaucoup plus sur la grammaire que ce qu'ils devraient, juste en écoutant leurs parents. C'est ça la fameuse pauvreté de l'input. C'est exactement ça. Et pour que ce soit bien concret, on peut prendre l'exemple classique de Chomsky. Imagine la phrase. Une licorne qui mange une fleur est dans le jardin. D'accord. Si on demande à un enfant de transformer cette phrase en question, il y a 2 fois le verbe « est ». Une machine un peu bête, ou quelqu'un qui apprendrait juste par imitation, pourrait se dire « je prends le premier verbe que je croise et je le mets au début ». Oui, logique. Ça donnerait « est une licorne qui mangeant une fleur est dans le jardin ». C'est du charabia total. Ah oui, aucun enfant ne dirait ça jamais. Il dirait « est-ce que la licorne qui mange une fleur est dans le jardin ?» Un truc comme ça. Voilà. Mais attends, c'est vertigineux en fait. Ça voudrait dire que le cerveau d'un gamin de 4 ans fait de l'analyse de phrases complexes en temps réel, sans qu'on lui ait rien expliqué. C'est précisément ça. L'enfant ne voit pas une simple file de mots. Son cerveau, de manière inconsciente, analyse la phrase en bloc de sens, en structure. En poupée russe un peu. C'est une bonne image, oui. Il comprend que une licorne qui mange une fleur, c'est un seul et même bloc. C'est le sujet. Et du coup, il sait instinctivement que le verbe qu'il faut déplacer, c'est celui qui vient après tout ce bloc. Cette connaissance de la structure, et pas juste de l'ordre des mots, elle semble précablée. C'est pour ça qu'ils font ces erreurs qui sont si logiques. Ça me rappelle ma nièce, elle a dit pendant des années « vous faisiez ». Ah, classique! Et on trouvait ça adorable, mais en y réfléchissant, elle était hyper logique. Elle appliquait juste la règle qu'elle avait devinée pour les autres verbes. Personne jamais ne lui avait dit « vous faisiez ». Mais c'est l'exemple parfait. C'est la même chose qu'un petit anglophone qui va dire « We holded the baby rabbits » au lieu de « we held ». Ce n'est pas de l'imitation, Non, c'est de la création. c'est de la création pure. L'enfant applique une règle qu'il a extraite, internalisée, pour faire le passé, j'ajoute « ed », même là où il ne faut pas. C'est la preuve la plus nette qu'il y a un logiciel grammatical qui tourne en permanence. D'accord. Donc on a ce logiciel intégré. Mais jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il fonctionne même si les données qu'on lui donne sont de mauvaise qualité ou s'il n'y a presque pas de données du tout? Bonne question, parce que c'est là que les sources de Pinker deviennent carrément dingues, avec ces histoires de langue créée à partir de rien. C'est le test ultime de l'instinct. Prenons les pidgins. Les pidgins, ce sont des... Des sortes de proto-langages, des langages de fortune. Ils sont créés par des adultes qui n'ont aucune langue en commun, souvent dans des situations très dures, comme sur les plantations. La communication, elle est réduite à l'os, sans grammaire stable. Ça donne quoi concrètement? Ça donne des phrases très hachées, du type moi acheter café, lui faire chèque. C'est fonctionnel, ça dépanne, mais ce n'est pas une vraie langue. Ok, c'est un système de survie. Mais alors la question c'est, que se passe-t-il quand des enfants naissent et grandissent là-dedans? Ils n'entendent que ça. Et c'est là que, la magie opère. Les enfants de cette première génération, ils n'apprennent pas le pidgin.
Ils le cannibalisent. Ils le cannibalisent. Oui, ils prennent les mots qui existent et, spontanément, de leur propre chef, ils y injectent une grammaire complexe. Ils inventent des prépositions, des conjugaisons, une structure de phrases stable. Ils transforment ce chaos en un système linguistique complet. Et ce nouveau langage, c'est ce qu'on appelle un créole. L'instinct a créé de l'ordre à partir du désordre. Voilà. Et l'exemple le plus incroyable, c'est celui de la langue des signes nicaraguayenne. C'est une histoire récente en plus. Oui, c'est fascinant. Dans les années 80, le Nicaragua ouvre ses premières écoles pour enfants sourds. Ces enfants arrivent de villages isolés, chacun avec ses petits signes faits maison, mais sans langue commune. Et donc dans les cours de récré, sur le chemin de l'école, Ils commencent à mettre leurs signes en commun. La première génération d'élèves, les plus âgés, crée un pidgin de signes, assez basique. d'accord. Mais ensuite, les enfants plus jeunes arrivent dans l'école. Et eux, en voyant ce pidgin, leur instinct du langage s'active à plein régime. Ils se mettent à systématiser les gestes, à ajouter des modulations spatiales pour la grammaire. Bref, ils ajoutent toute la complexité qui manquait. Ils ont transformé le pidgin en une langue créole incroyablement riche, sous les yeux des linguistes qui n'en revenaient pas. C'est fou. C'est comme si le cerveau avait une fin de grammaire, et s'il n'en trouve pas, il l'invente. Et ça va encore plus loin apparemment. Il y a le cas de cet enfant, Simon. Oui, le cas de Simon est un cas d'école. C'est un garçon sourd, né de parents entendants. Ses parents ont appris la langue des signes américaine, l'ASL, mais sur le tard. Donc il ne la parlait pas très bien. Pas très bien du tout, avec beaucoup d'erreurs, d'incohérences. L'input que Simon recevait était donc très bruité, pour ainsi dire. Un peu comme un pidgin, mais pour une seule personne. Et lui? Eh bien, quand on a analysé l'ASL de Simon quelques années plus tard, on a découvert qu'elle était bien meilleure que celle de ses parents. Plus structurée, plus cohérente, grammaticalement correcte. Il avait tout seul filtré le bruit, extrait les règles cachées et reconstruit un système propre. C'est la preuve ultime de l'existence de ce module mental. Cette idée d'un module mental, d'un organe indépendant, ça soulève une question énorme. C'est quoi son rapport avec l'intelligence? Ah, la grande question. On a tous tendance à associer les deux. Quelqu'un qui s'exprime bien, on se dit qu'il est intelligent. Mais si c'est un module séparé, alors on devrait pouvoir les dissocier. C'est exactement ce que les données cliniques nous montrent. C'est ce qu'on appelle une double dissociation. D'un côté, on a des cas comme celui que Pinker appelle M-Ford. D'accord. C'est un homme qui a eu un AVC et qui est devenu aphasique. Son intelligence est parfaitement intacte, il est vif, il comprend tout, mais son langage est en miettes. Son discours, c'est du style télégraphique. Il va dire des choses comme bras, pas bon, parole, peut pas dire. Il omet tous les petits mots grammaticaux, les terminaisons. L'intelligence est là, mais le module langage est cassé. Voilà. Et de l'autre côté de la dissociation, on a des cas comme celui de Denise. C'est une adolescente avec un retard mental sévère, incapable de lire, d'écrire, de gérer de l'argent. Donc on s'attendrait à ce que son langage soit très limité. On pourrait, oui. Et pourtant, pas du tout. Elle est extrêmement bavarde, son langage est fluide, grammaticalement parfait, avec des phrases très complexes, un vocabulaire riche. Elle adore raconter des histoires imaginaires très très élaborées. C'est incroyable. Le module langage est intact, voire fluorescent, alors que l'intelligence générale, elle, est altérée. Cette double dissociation est la preuve la plus nette que le langage n'est pas une simple vitrine de l'intelligence. C'est une autre faculté, un organe mental qui a son propre fonctionnement. Et si le langage est distinct de la pensée, ça démolit complètement des idées très très ancrées, comme la novlangue de George Orwell dans 1984. Ah oui. Cette idée terrifiante que si un État totalitaire supprime les mots comme « liberté », les gens ne pourront même plus penser à la liberté. Pinker est très clair là-dessus, il appelle ça une absurdité conventionnelle. La pensée, ce n'est pas du langage. On a tous fait cette expérience, non? Laquelle? D'avoir une idée très claire en tête, mais de galérer à trouver les mots pour la dire. Ah oui, tout le temps. C'est très frustrant. Si la pensée et le langage étaient la même chose, cette situation serait impossible. La pensée se déroule dans une sorte de langage mental universel que les chercheurs appellent le mentalès. Le mentalès, j'aime bien le mot. C'est quoi exactement? Pense à ça comme le système d'exploitation de ton esprit. Les mots que tu prononces, le français, l'anglais, ce sont juste des icônes sur le bureau. D'accord. Quand tu dis le mot chien, c'est comme si tu cliquais sur l'icône. Mais le programme qui s'exécute derrière l'idée d'un chien, avec les images, les sons, les émotions associées, ça, c'est le mentalais.
La pensée, c'est le programme, pas l'icône. Supprimer l'icône n'efface pas le programme. C'est une super analogie. La pensée est le logiciel, et les mots sont des raccourcis pour communiquer ce logiciel. Ça explique aussi le fameux mythe des Esquimaux, Qui aurait des centaines de mots pour la neige, oui. et que ça changerait leur perception du monde. Donc, c'est faux. C'est un mythe très tenace, mais oui, c'est faux. Le fait d'avoir plus de mots pour un domaine ne change pas la perception physique. L'exemple des Dani de Nouvelle-Guinée est parfait pour ça. Ils n'ont que 2 mots pour les couleurs, c'est ça? Exactement. Un pour les teintes sombres et froides et un pour les teintes claires et chaudes. Pourtant, les tests ont montré qu'ils perçoivent, distinguent et mémorisent toute la gamme des couleurs exactement comme nous. Leur système visuel, leur biologie est la même. Et c'est ça qui compte, pas le vocabulaire. Toute cette idée que tous les cerveaux humains sont finalement câblés de la même manière pour la grammaire, ça bouscule aussi complètement ce qu'on a appris à l'école sur le bon, et le mauvais langage. Ah oui, clairement. On a tous passé des années à se faire corriger, à apprendre des règles qui semblaient parfois totalement arbitraires. Et elles le sont souvent. La plupart des règles de la grammaire correcte n'ont rien à voir avec la logique interne du langage. Ce sont des conventions sociales, des marqueurs de prestige. Le linguiste Max Weinreich avait une formule géniale pour ça. Laquelle? Il disait « Une langue est un dialecte avec une armée et une marine ». C'est excellent. C'est une question de pouvoir politique et social, pas de supériorité linguistique. Et on a un exemple parfait avec le vernaculaire afro-américain, ce qu'on appelle le Black English. On a longtemps dit que c'était de l'anglais cassé, Paresseux, pas logique, on a tout entendu. alors que c'est tout le contraire. C'est un système grammatical tout aussi complexe et régulier que l'anglais standard. Il a ses propres règles. Et il est même parfois plus précis, non? Oui, tout à fait. Par exemple, en anglais standard, si on dit he is working, c'est ambigu. Est-ce qu'il travaille là maintenant ou est-ce qu'il a un travail en général? Le vernaculaire, lui, fait la distinction. He working veut dire qu'il est en train de travailler en ce moment. D'accord. Et he be working, ça signifie qu'il travaille habituellement, qu'il a un emploi. Ce n'est pas une grammaire déficiente, c'est une grammaire différente avec sa propre logique, parfois plus fine. Donc au final, qu'on parle d'un créole inventé dans une cour de récré, de l'anglais de la reine ou d'un dialecte populaire, sous le capot, c'est le même moteur. C'est le même instinct humain qui crée un système d'une complexité folle. Un système capable de générer une infinité de phrases. L'instinct ne produit pas une seule grammaire correcte, mais une diversité de systèmes, tous parfaitement logiques. Si on essaie de résumer, cette exploration nous laisse avec une vision complètement renouvelée en fait. Le langage n'est pas cet artefact culturel fragile qu'il faudrait protéger. Non. C'est un instinct biologique incroyablement robuste. Un module de calcul qui s'éveille dans chaque enfant et qui est capable de tisser un ordre grammatical, même à partir de données chaotiques. Et cette perspective change complètement notre regard. Elle nous donne un respect immense pour le langage de tous les jours. Cette complexité grammaticale qu'on peut admirer chez les grands écrivains, ce n'est pas le fruit d'une éducation d'élite. C'est notre droit de naissance. C'est notre droit de naissance biologique à tous. Chaque enfant de 3 ans qui construit une phrase est un génie grammatical en action. Et chaque dialecte, aussi stigmatisé soit-il, est un chef-d'œuvre de logique. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une question à emporter. Si le langage, qui nous semble être le summum de la culture, ce qui nous rend humains, est en fait si profondément ancré dans notre biologie, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour les autres aspects de notre vie? Notre sens de la morale, de la justice, nos structures familiales, jusqu'au s'étend cette nature humaine universelle qui se cache peut-être juste sous le vernis de nos cultures. C'est une question assez vertigineuse.